Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la dictature en Hongrie. La révolution bolchevique hongroise a duré 133 jours, il y a tout juste 80 ans, de mars à août 1919. À sa tête, Béla Kun, dirigeant intransigeant puis servile au service de l'Union soviétique jusqu'à la disgrâce. Partons ensemble découvrir le parcours d'un révolutionnaire ordinaire. La réhabilitation de Béla Kun, exécutée en Union soviétique au cours de la grande épuration de 1937, a été accueillie avec surprise dans les pays occidentaux. Quel intérêt y avait-il à réhabiliter ce personnage peu sympathique et dont le nom rappelle une expérience communiste funeste? Pourtant la décision qui vient d'être prise à son sujet est strictement dans la logique d'un retour à l'orthodoxie de Lénine. Béla Kun fut en effet l'homme de confiance et le fidèle disciple du fondateur du bolchevisme. Pendant sa courte dictature en Hongrie, il ne fait que copier et appliquer ce qu'il avait vu et appris lui-même en Russie soviétique, alors qu'il s'y trouvait comme prisonnier de guerre. À la suite de la révolution russe et alors que dans une Europe encore en guerre, mutineries et grèves se multiplient, des mouvements insurrectionnels éclatent en Allemagne, à Berlin, sous la direction de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, et bientôt à Munich. C'est dans cette atmosphère que la Hongrie, défaite et amputée de certains de ses territoires, voit à son tour un épisode révolutionnaire, avec comme principal dirigeant Béla Kun. Le parcours de Béla Kun est représentatif de celui de toute une génération de révolutionnaires professionnels qui ont grandi dans la haine des régimes politiques, de la monarchie autoritaire au régime démocratique et du système socio-économique en place. Ils ont cru le grand soir arriver dans la période troublée des années 1917-1920. Ils ont échoué du fait de leur idéalisme, mais aussi des événements extérieurs, de leur tentative d'instaurer un régime durable dans leur pays, comptant ensuite parmi les plus dévoués serviteurs du régime soviétique au sein du Comintern. Né en 1886 en Transylvanie, Béla Kun grandit au sein d'une famille modeste, élève dissipé du collège calviniste. Le jeune Kun se nourrit de la poésie du poète nationaliste Sándor Petőfi, qui participe à la révolution hongroise de 1848 contre la domination autrichienne. Il poursuit ensuite des études de droit à l'université de Kolozsvár, n'obtient pas son diplôme et se lance dans le journalisme, avant de trouver un emploi dans un bureau d'assurance, dont il finit par assumer la direction. C'est sans doute autour de sa 20e année qu'il entre au Parti social-démocrate. Mobilisé dans l'armée austro-hongroise en 1914, il accède au grade de lieutenant de réserve sur le front contre la Russie. Fait prisonnier au début de 1916, il est interné dans un camp de Tomsk, en Sibérie, où il forme un cercle marxiste avec quelques camarades. C'est là qu'il apprend la nouvelle de la révolution de février à Petrograd, et à une date incertaine, peut-être en juin 1917, il rejoint les rangs du parti bolchevique russe. De retour en Hongrie au lendemain de la paix de Brest-Litovsk, conclue par l'Allemagne et la Russie en mars 1918, il fonde le Parti communiste hongrois. Il va dès lors profiter de la situation dramatique que vit son pays, associé à l'Autriche dans l'empire des Habsbourg. La Hongrie va se retrouver en effet dans le camp des vaincus et doit assister au dépeçage de son territoire par les vainqueurs. De nouveaux États se créent aux marges de l'ancienne mère patrie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Grande Roumanie, qui empiètent sur le territoire hongrois. Alors que les empires centraux s'effondrent, la République est proclamée en Hongrie dans la nuit du 30 au 31 octobre 1918. Et le comte Károlyi, porté au pouvoir à la tête d'un cabinet social-démocrate. Le nouveau gouvernement tente de résister à l'avance des Roumains en Transylvanie. En vain. Les patriotes caressent alors le rêve d'une fédération magyare de type soviétique qui permettrait de continuer à faire vivre ensemble les provinces de l'ancien royaume et sauvegarderait la prépondérance de l'élément hongrois. Constatant qu'il n'y a plus aucun moyen de pression sur les événements après la présentation le 20 mars par les Alliés d'un ultimatum très dur pour son pays, Károlyi se retire en déclarant « Je confie le pouvoir au prolétariat mondial ». Les révolutionnaires bolcheviques arrivent donc au pouvoir avec toutes les apparences de la légalité.
La République des conseils est proclamée le 21 mars 1919. Bientôt, Bela Kun est nommé commissaire du peuple à la guerre. C'est l'homme fort du nouveau régime, et pour en assurer la pérennité, il joue d'abord la carte du nationalisme. Ce sont les Roumains puis les Tchécoslovaques et les Yougoslaves, soutenus par les Alliés, qui engagent les hostilités le 16 avril 1919. Bela Kun déclare alors « La patrie est en danger !» et tente, dans l'urgence, de créer une armée rouge hongroise qui s'appuie sur l'expérience des vétérans de la Première Guerre mondiale, encadrée par d'anciens officiers. Il mobilise aussi les prisonniers russes encore détenus à Budapest et les Allemands qui n'ont pas pu regagner leur pays. Mais ces troupes hétéroclites, parfois très peu concernées par le combat qu'elles mènent, ne font guère le poids. À l'intérieur, les mesures sont radicales. Bela Kun décide la collectivisation des terres, mécontentant la paysannerie qui espérait une redistribution immédiate. Les entreprises industrielles employant plus de 20 ouvriers sont nationalisées et autogérées par des conseils élus par les ouvriers. Les appartements sont communalisés. Plusieurs familles vivent ensemble dans les logements d'anciens bourgeois ou nobles. Les concubins obtiennent les mêmes droits que les couples mariés et les divorces est facilité. L'émancipation des femmes est à l'ordre du jour. Elles obtiennent notamment le droit de disposer de 6 semaines de congé de maternité rémunérés. Le travail des enfants est interdit. À l'école, l'accent est mis sur l'enseignement du travail manuel et sur la lutte anticléricale. Les congrégations sont dissoutes. On s'attache aussi à démocratiser le théâtre et le cinéma, en baissant les prix d'entrée des spectacles et en organisant des expositions d'œuvres d'art confisquées à des collectionneurs privés. Le 1er mai, Budapest est pavoisé de rouge et des monuments éphémères sont élevés à la gloire du prolétariat. Tous les habitants étant appelés à célébrer la révolution. Pour les opposants, le temps sont durs. Le régime alterne les périodes de lyrisme permissif, où la contre-révolution peut agir presque au grand jour, et la répression aussi brusque que brutale. Toutes ces mesures sont parfois incohérentes, illustrent bien les divisions au sein de la République des conseils, où s'affrontent léninistes et anarchistes, sans parler des sociodémocrates, toujours très puissants. De plus, il apparaît bientôt clairement que le changement radical et accéléré de la société est voué à l'échec. Bela Kun ne dispose pas des moyens nécessaires pour imposer ses vues par la violence. Les classes moyennes, effrayées, se détachent très rapidement du régime. Au fur et à mesure qu'avancent les troupes roumaines, la population se soulève contre les soviets et les remplace par l'ancienne administration. Les anticommunistes s'organisent sous le commandement de l'amiral Miklos Horthy. L'armée rouge ne peut arrêter la progression des Roumains. Le 4 août, ceux-ci entrent dans Budapest, provoquant la fuite de Bela Kun à Vienne. C'est la fin de la République des conseils. Elle n'aura duré que 133 jours. Cet échec ne met cependant pas fin à la carrière de Bela Kun. En août 1920, il gagne la Russie où il participe à la campagne contre le général Wrangel. Il s'y distingue en faisant massacrer, au mépris de la parole donnée, 20 000 officiers, soldats blancs ou anarchistes, qui avaient accepté de déposer les armes. On lui confie également d'importantes responsabilités à la tête de l'Internationale. Figure typique de l'apparatchik servile et zélé, il adopte une ligne de conduite opportuniste, restant fidèle à Staline, contre Trotsky en 1924, puis Zinoviev en 1927. Il est pourtant l'objet d'une campagne de dénigrement à partir de 1929. On lui reproche ses erreurs théoriques et tactiques durant la commune de Budapest. Il accepte alors de faire son autocritique pour sauver sa situation. Pas pour longtemps. En mai 1937, lors de la vague des grands procès staliniens, il est dénoncé devant le comité exécutif du Comintern pour avoir noué des contacts imaginaires avec les services secrets roumains. Arrêté au début de juin, il est à plusieurs reprises soumis à des séances de torture avant d'être, en novembre 1939, fusillé pour déviationnisme, trotskisme et trahison envers l'internationale communiste, comme tant d'autres membres de la vieille garde bolchevique. Comme on l'a vu, le 21 mars 1919, le communiste Bela Kun installe à Budapest, capitale de la Hongrie, une république des soviets. Inspiré par l'exemple de Lénine, le jeune leader va instaurer une dictature sanglante qui, heureusement, ne durera que 3 mois. Elle aura pour effet de favoriser la prise de pouvoir par Miklos Horthy,
amiral d'un pays désormais sans accès à la mer, et qui se proclamera régent d'un royaume sans roi. C'est à lui qu'il reviendra de signer le traité de Trianon avec les vainqueurs de la Grande Guerre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.